L'impact environnemental du numérique est un enjeu clé. À l'occasion de l'UXConf, Christophe Clouzot nous a partagé sa connaissance très concrète de l'éco-conception, ainsi que des recommandations claires et applicables. Merci à lui et bonne écoute. La saison 7 de Parlons Design est sponsorisée par The Kakatoes Theory, le studio spécialiste du design d'interface et des design systems. Salut, c'est Romain Pochna, bienvenue dans Parlons Design. Aujourd'hui, je suis avec Christophe. Salut Christophe. Salut Romain, et bonjour à vous toutes et à tous. Ravi de t'avoir dans ce podcast. On est à l'UXConf et tu viens là, il y a une petite heure de donner une conférence sur l'éco-conception. Est-ce que tu peux t'introduire rapidement aux auditeurs ? Tout à fait. Donc je m'appelle Christophe Clouzot. Je travaille chez Temesis, mais je représente le pôle éco-conception numérique. Sachant que chez Temesis, il y a 3 départements. En fait, il y a un département accessibilité, un département RGPD, donc le respect des données personnelles, et le 3e département, l'éco-conception, que je représente, effectivement. Le tout formant ce qu'on va défendre, et ce que je défendais aujourd'hui, en tout cas ce matin à la conférence, le numérique responsable. Gros sujet, en effet, d'actualité, gros sujet dont ça parle pas mal aujourd'hui à l'UXConf. Comment toi, t'es tombé dans ce domaine-là et le pousser autant Et ben en fait, faut replonger dans des années un petit peu lointaines, on va dire, parce que c'est pas un réveil comme ça soudain où on se dit le lundi matin, il faut que je fasse un peu plus de choses pour défendre l'impact du numérique, enfin en tout cas réduire cet impact-là. Donc on est plutôt dans les années 2008, 2009, 2010. Je travaille dans un groupe de communication, je représente le pôle numérique du groupe et je vois des clients qui confient des projets, on va dire, print ou vidéo ou relations presse avec une politique de développement durable. Et à cette époque-là, ils viennent nous voir pour dire on va maintenant faire des brochures mais en mode numérique parce qu'on a une politique de développement durable et qu'on doit sauver la planète. Donc on arrête de faire du print, de l'édition, du papier. Il faut sauver les arbres. Et ils sont revenus très rapidement au bout de 2-3 ans en disant finalement on va faire les 2 versions. Et je pense que moi, c'est là où j'ai commencé à m'interroger, à me renseigner sur quel est l'impact d'une brochure papier. On avait déjà à l'époque des données sur l'impact CO2 ou gaz à effet de serre. On n'avait rien sur le numérique, il n'existait qu'un acteur qui s'appelait le Green IT. greenIT.fr, donc Frédéric Bordage, s'il nous écoute. Et effectivement, j'ai commencé à plonger dedans, mais non pas avec l'aspect technique. Je ne suis pas un technicien, moi. Je suis plutôt sur la partie UX. C'est pour ça que je suis chez UX République aujourd'hui. Je le refais. C'est pour ça que je suis aujourd'hui présent à l'événement du UX République et de Smile. Donc justement, je voulais avoir ce regard un peu grand public. Quel est l'impact du numérique quand on achète un téléphone, quand on fait une recherche sur Google, quand on envoie un mail ? C'est les questions qu'on se posait à l'époque. On n'avait pas vraiment de données très sourcées ou peut-être vagues ou qui contredisaient à l'époque. Voilà, ceux contredisaient, ils n'étaient pas forcément alignés et je suis plongé dedans. Et j'ai plongé dedans. Et partant de là, j'ai pas arrêté non plus d'avoir d'un côté ma vie professionnelle qui vendait donc des interfaces numériques pour des clients et des services numériques, et de l'autre, un premier blog webzine, en tout cas un site qui rassemblait des informations, tenu avec d'autres personnes qui se posaient aussi des questions et qui cherchaient aussi des réponses là-dessus. Et j'ai commencé à faire des premières conférences et puis à synthétiser tout ça, et donc j'ai pas lâché. Jusqu'au moment où j'ai pu aligner, on va dire, à la fois ce regard UX, la conception de ce qu'on produit en service numérique, et l'impact, ce que j'appelle moi le green UX, c'est-à-dire qu'on va réfléchir user-centric, donc centré utilisateur. C'est quelque chose qu'on hérite depuis quelques années avec l'UX. Mais on ne va pas le faire que user-centric, on va le faire aussi planète-centric. Et donc l'impact environnemental de ce qu'on va produire, comment le diminuer au possible, mais sans perdre l'expérience utilisateur. Il faut que ça réponde aussi à un besoin. Voilà, donc ça j'ai réussi à le faire en entrant chez Temesis et en défendant ça. Et en présentant ce matin un petit état des lieux de ce qui existe comme guide, pratique, bonne pratique, référentiel, sachant qu'on a participé à la mise en place du RGESN, qui est donc le premier référentiel général d'éco-conception des services numériques. Donc ça, c'est destiné à toute personne qui fait du web et du numérique et qui se pose la question de l'éco-conception
Donc la conception à la base, hein, avec l'impact environnemental et l'impact aussi sur ses utilisateurs. Donc on a un référentiel, utilisons-le. Complètement, bah, ouais, c'était le grand message de cette conférence. Tu nous as parlé de beaucoup de solutions, en fait, pour le mettre en place. Ce référentiel, en effet, que j'ai été, chercher en live parce qu'il me semblait pas l'avoir parcouru et dans, bah, tous ces référentiels, ces recommandations, il y a énormément, de recommandations différentes, ce qui est hyper positif parce que c'est un travail, bah, dont toi, en tout cas, sur lequel tu as participé ces dernières années et on voit qu'il y a des choses très solides, accessibles à tous aujourd'hui. Mais ce serait quoi les 3 actions clés? Ton message de fin, c'était: «Allez-y, lancez-vous, on a tout ce qu'il faut. Mettez en place ces, méthodes, cette réflexion dans vos pratiques de design». Qu'est-ce que tu conseillerais là vraiment demain sur, les projets en cours? Je dois prendre des premiers conseils d'éco-conception en main. Qu'est-ce que je fais selon toi? Alors c'est ce que je disais ce matin, effectivement le marché est là, même la loi est là et pousse à aller dans ce sens-là, même si pour l'instant elle n'est pas du tout contraignante, mais on sent bien que ça évolue comme ça. Et ce que tu pointes là aussi est juste, c'est qu'il y a plein de guides, de pratiques, de bonnes pratiques, de référentiels, etc. Mais il y en a beaucoup. Et puis quand on plonge dans ces guides, si on en prend un, parfois il y a énormément de critères. Donc nous la réponse qu'on donne c'est allez-y, jetez-vous, parce que justement on a déjà tout cet attirail-là. Et c'est une démarche d'amélioration continue. On ne va pas pouvoir changer du jour au lendemain nos habitudes d'interfaces surchargées, complexes, qui appellent beaucoup de techniques, beaucoup de ressources entre le serveur d'hébergement et nos équipements. On n'y fait pas trop attention parce qu'on a été nourri à ça depuis bientôt 30 ans. Hein. Donc, on ne va pas changer facilement du jour au lendemain. Par contre, il y a tous ces guides-là. Et souvent, nous, on fait une approche métier. Si on est plutôt sur la partie design, eh ben, on va pencher forcément vers le RGESN, parce que dedans, on réfléchit de conception. Il y a des métiers thématiques, type UX, front et même contenu. Mais on va aussi pousser le guide des designers éthiques, le guide d'éco-conception, qui a sa version 2, qui est complémentaire et qui va encore plus loin, on va dire, dans la partie opérationnelle. On n'écarte pas forcément les designers des développeurs. Donc, côté développement, il y a plutôt les 115 bonnes pratiques qui sont poussées par le collectif Green IT. Bref, on va chercher en fait tout un tas de référentiels comme ça qui ont plus ou moins de force sur une thématique ou une autre, sachant que souvent, ils couvrent aussi un petit peu les autres. Donc, il y a des référentiels sur l'organisation, la gouvernance, qui s'intéressent plus aux managers, type le GR 491, type, j'en oublie certains, mais type même Opquast sur la partie qualité, qui va brasser pour le coup des thématiques, enfin des règles de thématiques autour des métiers du SEO, de la performance, de l'accessibilité, de l'UX aussi. Donc voilà, en fonction de la maturité en fait des gens, on leur dit jetez-vous à l'eau, en gros, allez-y. Et c'est pas grave si on rate ou si on fait pas parfait. La perfection n'existe pas de base. Mais c'est pas grave, c'est un escalier qu'on a à gravir. Franchissons déjà la première marche, puis la deuxième marche, etc. Et on va s'améliorer en faisant, en pratiquant, et en se confrontant aussi aux autres métiers qu'on a autour de la table, ou aux décideurs aussi, peut-être d'un service numérique qui peut être un client ou qui peut être un commanditaire différent. Quoi. OK, ouais, donc en plan d'action, on définit vraiment son scope et un petit peu sa spécialité de manière relativement précise. On vient trouver le guide le plus approprié et ensuite on commence à appliquer les pratiques qui nous semblent les plus cohérentes, les plus proches de notre réalité et on itère, on augmente comme ça. Et un postulat là, qu'on fait nous quand on accompagne nos clients avec Temesis, c'est de se dire, sur un service numérique qui existe déjà, on fait une première mesure, mais toute simple en fait, sans forcément un outil de mesure, mais des choses qui sont données par le navigateur. Quand on va dans les DevTools, par exemple, Ouais. onglet réseau, il y a déjà beaucoup d'informations qui sont montées là, c'est des données brutes, pas interprétées par un outil, c'est des données brutes du service numérique. On regarde et on voit qu'il y a, par exemple, je sais pas, 60 mégas de ressources qui sont utilisées essentiellement sur la partie images, vidéo et peut-être JavaScript. Et ben c'est pas grave, on se dit, maintenant, pour la refonte, on divise par 2. Et ça, on engage toute l'équipe dessus. Et si on arrive effectivement à 30 mégas, tant mieux. Et si on arrive à 20, 10, c'est encore mieux. Si on arrive à 35, on n'arrête pas le service, c'est pas grave. Mais au moins, c'est un premier pied à l'édifice qui peut entraîner, on va dire, tous les métiers de la chaîne numérique. Ouais, finalement, les analytics les plus simples peuvent être la meilleure base parce que compréhensible par tous et il y a peu de points différents qui vont agir là-dessus.
C'est concrètement qu'est-ce qu'on va mettre dans notre code, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre page qui va faire le poids final et donc C'est ça. indicateur. Et après, ça peut permettre par contre d'interpréter les choses simples. C'est-à-dire que quand on a un formulaire, par exemple, de contact avec une vidéo plein écran qui tourne en tâche de fond, et qu'on s'était dit, bah non, il faudrait limiter à 30 mégas, voire même 20, 10 ou moins, on va se poser la question, mais est-ce qu'il y a besoin de cette vidéo, sachant que dans mon processus intellectuel, donc là on fait appel à l'expérience utilisateur, donc la partie UX et la partie marketing, dans mon processus, je suis déjà en train de remplir le formulaire parce que je veux obtenir quelque chose, et on peut se rendre compte en faisant des tests, A/B peut-être, que la vidéo ne servait à rien, et donc effectivement, on peut clarifier comme ça une décision. Ah oui, on a tendance à voir l'A/B test vraiment comme du test de performance presque commercial business et ça se réapplique tout à fait à performance par rapport au coût impact énergétique par exemple. C'est ça. On ne perd pas l'expérience et en même temps, on réduit l'impact planétaire. Eh ben, merci beaucoup. Pour terminer, et je pense que ça va être, c'est un petit peu ton dada quand même, et en même temps peut-être que tu vas venir juste appliquer. Si on veut se former là vraiment un petit peu en profondeur, comment on se forme à ces bonnes pratiques-là? Alors nous, on fait des formations, elles sont payantes. Mais pour être très honnête, si vous voulez vraiment commencer par le début et par une grosse sensibilisation, il y a des MOOC gratuits en ligne. Vous avez le MOOC de l'INR sur le numérique responsable qui vous permet d'aborder le sujet en 30 minutes. Et si vous voulez aller plus loin, je crois que vous pouvez aller faire derrière des sessions qui vont vous emmener sur 4-5 heures de formation. Et vous pouvez même passer un certificat avec une date prévue pour passer le certificat et des conditions de passage de diplôme. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est totalement gratuit, sauf le passage du certificat. Je crois qu'il est aux alentours de 50 €. Donc c'est accessible à tout le monde. Vous avez un autre MOOC qui est poussé par l'INRIA, toujours sur le même sujet, sur le numérique responsable et l'éco-conception, qui s'appelle un Fun MOOC, on va dire, qui est un peu plus didactique, plus fun dans l'approche, mais tous les deux sont extrêmement pédagogiques. Et c'est une manière de commencer, ensuite se dire, ok, maintenant que je comprends les enjeux et que je comprends comment je pourrais réduire, qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin et peut-être aller chercher une formation plus dédiée au métier. Eh bien, un grand merci, ça a été un vrai plaisir et hyper actionnable, je l'espère, en tout cas pour moi et j'espère pour les auditeurs. Si tu veux, je te laisse le mot de la fin pour leur dire où ils peuvent te retrouver et un petit encouragement ou ce que tu souhaites. Eh ben, moi, le mot de la fin. Pour me retrouver, moi, je suis plutôt présent sur le réseau social LinkedIn. Donc, à Christophe Clouzot, vous cherchez, vous me trouverez très forcément. Et sinon, le mot de la fin, c'est ce que je vous tenais à dire et que, en tout cas, à la conférence UX République Smile, Human First, ok. Donc, en gros, allons-y. Parce qu'on n'a pas le temps d'attendre. Là, on commence à se rendre compte que le climat se détracte, mais pas que. Les ressources se détractent et les espèces animales se détractent. Allons-y. Tout est là, allons-y. Par le design.